Bon après-midi tout le monde. Le plan cet après-midi, c'est de faire 3 cours dans une session. Vous voyez là le programme. On va parler d'abord du vieillissement du cerveau normal, dit normal. Après ça, on va parler de la démence et les changements associés avec la démence. Et à la fin, on va parler de la recherche des nouveautés dans le domaine de traitement de la démence. OK? On va parler du cerveau. On va commencer avec un petit cours d'anatomie, physiologie qui va nous, juste pour comprendre un peu plus qu'est-ce que le cerveau fait dans le fond. Après ça, on va parler des domaines de cognition, les sortes de choses que le cerveau a besoin de faire pour qu'on puisse être ici et comprendre cette présentation. Après ça, on va parler du vieillissement, comme j'ai dit. All right. Pour commencer très simplement, le cerveau est un organe de à peu près 1,1 litre. Donc, le liquide d'un petit contenant de lait, là, ça c'est le volume de notre cerveau. Et la masse, c'est 3 livres. OK, ça c'est le poids. Et comme ça, une personne avec un poids de 150 livres, avec un cerveau de 3 livres, va avoir à peu près 2% de la masse de tout notre corps. 2% de ça, c'est le cerveau. OK? Ensuite, le cerveau, il a besoin d'être nourri. Il a besoin de sucre pour fonctionner, il a besoin d'oxygène pour fonctionner. Et tout ça, c'est apporté par le cœur. OK? Chaque fois que le cœur bat, 15% de cette éjection de sang, 15% de ça va au cerveau. Déjà, vous voyez une différence. 2% de la masse du corps, mais ça prend 15% de chaque battement de cœur. 20% de chaque respiration, right? 20% de ça est pour le cerveau. Et un quart de tout ce qu'on mange, c'est pour nourrir le cerveau. Okay? Donc, le cerveau est vraiment un organe important. Il y a 2% de notre corps, mais il prend au moins 1/5 de toute notre énergie. Et là, vous allez voir un peu le cerveau dans sa forme. Là, vous avez le cerveau gauche. Donc, il y a 2 hémisphères. Et là, on regarde du côté gauche. Il y a des différents lobes. Le lobe frontal, les 2, mais là, vous voyez juste le 1. Le lobe frontal, pariétal, occipital, et derrière l'oreille, il y a le lobe temporal. Et tantôt, on va parler des fonctions du cerveau et comment ça map sur le cerveau. Donc, le cerveau est fait de cellules, de ce qu'on appelle les neurones. Voilà une image d'un neurone type. Et vous voyez qu'il y a le corps du neurone. Ensuite, on a la longue extension qui est l'axone. Okay? Les neurones fonctionnent avec l'électricité. Okay? Et ça commence des cellules avant qui activent ici, de ce côté-là, les dendrites. Ça peut activer la cellule et ça descend la longueur jusqu'aux prochaines neurones qui sont attachés à l'autre côté. Donc, on a 20 à 100 milliards de neurones dans le cerveau. Ils sont pactés super près l'un à l'autre. Right? Et entre les neurones, l'électricité ne passe pas dans l'eau. Okay? Pour transmettre l'électricité d'une cellule à la prochaine cellule, c'est un produit chimique, ce qu'on appelle un neurotransmetteur, qui sort de la cellule, qui est activée. Vous voyez un peu l'électricité là, dans l'axone. Ça relâche les petits bouts rouges, c'est les neurotransmetteurs, qui s'attachent à la deuxième cellule, le dendrite de la deuxième cellule, et ça active l'électricité dans cette cellule-là. Toute cette longue explication, tout ça se fait dans les millisecondes. Right? Ça va ultra vite. Une cellule est activée, ça relâche les neurotransmetteurs, la prochaine cellule est activée, etc. Et comme ça, il y a un courant d'électricité qui passe dans le cerveau et c'est ça qui fait fonctionner notre cerveau. Ça, c'est une image. Malheureusement, on ne voit pas trop bien, mais une idée là, de différents neurones colorés d'une façon différente. Mais vous voyez comment ils sont tous interreliés
et vous voyez qu'il y a littéralement des centaines de connexions entre les différentes cellules. So, chaque cellule peut avoir 5, 100, 200 connexions à d'autres neurones. Et ces connexions-là font qu'il y a différents circuits. Et ces circuits-là, c'est ça qui nous fait être capable de voir, entendre, penser, toutes ces choses-là. All right. Le cerveau est dans une boîte, le crâne, right? So, il n'y a pas façon que l'oxygène entre par l'extérieur. Ça a besoin d'arriver par le système sanguin. Mais avant ça, on a besoin d'inspirer, right? Donc, le poumon, c'est ça, sa fonction, c'est de faire entrer l'oxygène. Et vous voyez ici une image un peu découpée d'une personne, et vous voyez les deux poumons. Vous voyez ici en bas le diaphragme, un muscle en dessous des poumons, et vous voyez les côtes. Là, ils sont coupés pour qu'on puisse voir les poumons, mais vous voyez les côtes, et vous voyez qu'il y a des muscles entre les côtes. Ça, c'est les muscles intercostaux entre les côtes. Et c'est ça, en passant, ce qu'on aime manger quand on achète des côtes levées, là, c'est ça, les muscles entre les côtes. Mais tous ces muscles-là, c'est eux autres qui font inspirer. Donc, imaginez, on prend une seringue, on tire d'un bord, ça aspire de l'autre côté. C'est ça que fait le diaphragme. On descend le diaphragme et ça fait entrer l'air par la bouche. OK? Et là, on va découper un tout petit morceau du poumon pour le voir en gros. Et le poumon est fait de milliers de petits ballons comme ça. Et ça, c'est des alvéoles. Et c'est là qu'il y a l'échange d'oxygène. So, vous voyez les bulles et complètement à droite, vous voyez les vaisseaux bleus et rouges. OK? Est-ce que le pointeur... non, je ne veux pas. OK. Mais le sang bleu, c'est le sang qui n'a pas d'oxygène et le sang rouge est le sang qui a de l'oxygène. So, le sang bleu vient du corps, parce que là, on a tout enlevé l'oxygène pour fonctionner. Le sang bleu descend dans le poumon et dans les bulles, il y a l'oxygène et là, le sang est réfléchi. Il devient rouge pour être oxygéné et là, vous voyez le vaisseau rouge qui monte, right, qui part du poumon. Donc, les poumons, ce sont des muscles, ça fonctionne par des muscles. Et les petits bulles sont dans une manière comme un ballon. Si on souffle dans le ballon, il devient gros. Si on laisse aller, il collabe. Et les poumons sont élastiques comme ça. So, pour sortir l'air, c'est l'élasticité. So, on prend un gros respire et juste on laisse aller et là, l'oxygène ou le reste de l'air sort. OK? So, ici, on a comment c'est connecté. Donc, complètement en haut, on a notre cerveau, ensuite les poumons et le cœur. Évidemment, ils ne sont pas alignés comme ça dans le corps, mais c'est juste pour bien voir ce qui se passe. Et on voit que du côté votre gauche, le sang bleu sort du cerveau. L'oxygène est entré dans le cerveau pour le nourrir. Le sang bleu descend, va au cœur, le cœur pompe, le pousse au poumon bleu. Là, au poumon, il devient rouge. Il descend, il retourne au cœur, le cœur pompe et le remonte au cerveau pour donner au cerveau de nouveau oxygène. Le cerveau utilise l'oxygène, ça devient bleu. Et comme ça, vous voyez, le sang tourne et tourne et tourne. Et les poumons remplissent entre l'oxygène et sortent le CO2, l'oxygène qui est utilisé. OK? Donc, poumon, muscle, élasticité, cœur qui fait bouger le sang, c'est un gros muscle qui pompe sans arrêt toute notre vie, right? So, c'est un gros muscle. Et finalement, il faut que ce sang se rende au cerveau. Et ici, c'est une image rayon X, et là, on a mis un peu de coloration au sang, et là, on voit les vaisseaux. Et là, vous voyez les artères carotidiennes et les branches, et vous voyez comment de plus en plus les vaisseaux deviennent fines et minces.
à la fin de toutes ces branches-là, il faut que chaque neurone est associé avec au moins une capillaire qui va apporter les globules rouges qui vont lui donner l'oxygène. So, imaginez, ça c'est un gros vaisseau, les carotides. Là, on a des branches, des branches, des branches, des branches. Et à la fin, on a des capillaires où les globules rouges, les cellules, s'alignent un à la fois pour laisser sortir l'oxygène et pour ramasser le CO2. Donc, c'est des tout petits vaisseaux qui nourrissent à la fin de la journée nos neurones. OK. So, ça, c'est le gros, l'anatomie de comment fonctionne le cerveau et le système du sport, le cœur-poumon. Et je ne vais pas parler de la digestion. Sûrement, on a besoin de manger pour bien nourrir le cerveau aussi, mais pour l'instant, le gros, on va comprendre à travers ça. So, qu'est-ce que le cerveau fait? So, en haut, vous avez comme les 6 domaines. Il y a beaucoup plus que ça, et normalement, un cours de qu'est-ce que le cerveau fait prend des années, mais on va le réduire à une couple de minutes. En gros, mémoire, orientation, concentration, langage, des habiletés visuospatiales et les fonctions exécutives. OK. Mémoire, c'est le plus simple. Si je dis, est-ce que vous vous souvenez du numéro de téléphone de votre fille? Vous allez dire oui ou non. Ça, c'est la mémoire d'un chiffre. Right? Mais dans le fond, si on y pense, tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on est capable... Right. Son mémoire, j'ai parlé de mémoire de chiffres, ça c'est simple, mais dans le fond, tout ce qu'on apprend, toute notre vie, prend de mémoire. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça vert? C'est parce que quelqu'un a choisi à quelque temps qu'on va appeler ça vert. Vous entendez ça, votre mère ou père ou professeur vous a appris, ça, c'est vert. So, il faut avoir une mémoire pour voir et pour dire, ah, cette couleur-là, c'est ça que c'est. Les mots, on a besoin d'apprendre les lettres, les mots, les phrases, les idées. On a besoin d'apprendre tout, apprendre à marcher. Et tout ça, c'est différents types de mémoire. Sur la mémoire, c'est comme ce qui nous sépare des amèbes, les petits animaux de 1 cellule qui se promènent juste pour manger et vivre. Nous autres, on est beaucoup plus compliqués que ça. On a besoin de mémoire pour que tout fonctionne ensemble. Orientation. Il y a 2 dimensions importantes pour l'orientation. Le temps et l'espace. Right? So, pour que tout le monde soit ici, à ce moment-ci, il fallait qu'on soit orienté dans le temps. J'étais presque pas orienté dans le temps, j'étais en retard, mais je savais qu'à 1 heure, et 1 heure l'après-midi, pas 1 heure le matin, right? Aujourd'hui, le 11 juillet 2019, j'étais supposé être ici, sur le temps. Tout le monde, on a une espèce de convention que les minutes, les heures, les jours, on les classifie, on les donne un nom, et ça nous aide à fonctionner. Donc, orientation dans le temps. L'espace, même chose. Comment vous avez fait pour venir ici? Vous avez su que dans telle pièce, dans telle bâtisse, sur telle rue, sur telle ville, province, pays, etc., c'était ici qu'il fallait être. C'est une des conventions et tout ça, le temps et l'espace, c'est essentiel pour qu'on puisse interagir. Tout ça, ça fait partie de notre cognition. Concentration. Concentration, c'est que le cerveau, il reçoit sans arrêt d'informations. Comme tout de suite, là, je peux dire que je sens la température de mon corps. Je suis couru un peu, je suis encore chaud. J'ai pas trop faim parce que j'ai mangé tantôt, je sens ça. Je vois des belles choses dehors, je vois des personnes, je vois des drapeaux, toutes sortes de choses. Right? Et vous aussi, vous pouvez voir, vous pouvez entendre toutes sortes de choses. Peut-être il y a un petit fan. Il me semble que j'entends un petit fan. Right? So, c'est des choses que le cerveau a besoin de manager sans arrêt. Mais on est capable, vous êtes capable de dire tout le reste, je l'oublie. Et je fais le focus sur 2 choses. Ce que je vois et ce que j'entends. Et ce que j'entends, on va oublier le fan
et je vais faire le focus sur la voix de la personne qui parle. Okay? Sur la concentration, c'est essentiel parce que si on n'est pas capable de faire le filtre, on ne pourrait rien apprendre parce que ce serait là, trop d'informations que le cerveau reçoit tout le temps. Et il y a des maladies associées à ça, où on ne peut pas se concentrer, right? Mémoire, orientation, concentration. Langage, c'est relativement simple encore. La façon qu'on communique, c'est langage. Si je parlerais en allemand, ce serait probablement plus difficile à me comprendre pour la plupart d'entre vous, mais c'est notre langage. Mais là, si on a choisi, on a un consensus, ça va être en français. Right? So, le langage est écrit, vous pouvez lire les mots. C'est parler, on fait du vent, on bouge les lèvres et la langue et on forme des mots, langage, et on entend. C'est tout du vent que je vous envoie. Mais vous savez l'interpréter pour faire de vrais mots et de vraies phrases à travers ça. Right? So, langage. Les habiletés visuospatiales. So, il y a deux parties. Visuo, donc ce qu'on voit, spatial, l'espace. So, tantôt, ils m'ont donné ça. Je l'ai vu de loin et je savais que c'était quelque chose que j'ai connu déjà, quelque chose que je peux utiliser pour avancer les diapos. Et je suis allé le chercher. Je savais, en le regardant, je savais la distance entre moi et l'objet. Je l'ai pris, right? Et maintenant, je sais comment le faire marcher. Donc, le visuospatial, c'est l'intégration entre de ce que je vois et la façon dans l'espace que j'interagis avec ça. Un autre bon exemple de visuospatial, les habiletés visuospatiales, c'est si on est à New York, une intersection près de Times Square, et là, il y a 50 personnes sur un côté de la rue, il y a 50 personnes sur mon côté de la rue, la lumière change et tout le monde coule sur la rue, personne ne se frappe. Right? Comment? Parce qu'on vise à être comme entre deux personnes, on trouve un chemin. So, c'est la vision et la négociation de l'espace pour ne pas frapper les autres personnes. Et finalement, les fonctions exécutives. Les fonctions exécutives, c'est ce qui nous sépare le plus des autres animaux dans le domaine des animaux. Okay? So, les fonctions exécutives, c'est notre capacité de penser, de projeter dans le futur. Right? Ça, c'est des choses qu'on prend pour acquis, mais j'ai un chien qui est très intelligent. Il a une bonne mémoire, il sait exactement où sont cachés les biscuits. Right? Il a une bonne orientation. On prend une marche dans le parc, et s'il est tanné, il retourne à la maison sans moi. Il sait exactement où aller. Right? On va faire restart later. Bon, toutes sortes de surprises aujourd'hui. L'orientation, il y a la concentration. S'il y a un biscuit caché en dedans d'un jouet, là, il est là pendant des heures à chercher à sortir ça. Il est concentré. Langage, il comprend certains mots. Assieds-toi, couche-toi, right? Il ne parle pas fort, mais quand même. Les habiletés visuospatiales, absolument, il ne court jamais contre le mur, right? Il sait comment naviguer la maison. Mais les fonctions exécutives, je ne peux pas lui dire, regarde là, Loki, je pars pour une semaine, je vais à un congrès à Toronto. Là, je vais te laisser un sac de nourriture et je veux que tu manges juste un petit bol chaque jour, OK? Right? Planifie pour que tu aies assez de nourriture jusqu'à la fin. Impossible. Il va manger jusqu'à qu'il explose. Right? Il n'est pas capable de projeter en avant, dans le futur c'est ça, sur la planification. Et aussi de juger de qu'est-ce que je fais, est-ce que c'est bon ou pas. Right? 4 fois, j'ai mis ma main sur le poêle et j'ai brûlé ma main. Après ça, normalement, je devrais apprendre et pas mettre ma main là-dessus. Right? On apprend. Et ça, c'est une autre chose. Et là, si je le ferme, je peux mettre ma main, mais si je l'ouvre, je ne peux pas mettre ma main. On apprend, et ça, c'est fonction exécutive. Right. Maintenant, où ces parties-là, où est-ce qu'ils sont sur le cerveau? Audition,
d'abord, il faut que l'information entre dans le cerveau. Et ça, c'est à travers nos sens. Donc, entendre, voir, sentir, toucher, right? C'est les sens. So, l'audition est placée là dans l'intersection lobe temporal, lobe pariétal. La vision, so, les yeux sont ici en avant de la tête. La vision, pour une raison que j'ignore, est complètement en arrière, la place la plus loin pour interpréter notre vision. Ensuite, les fonctions exécutives, c'est le frontal. Et c'est pour ça qu'on dit que les cerveaux des animaux sont plus petits. Et là, le lobe frontal a poussé au-dessus et autour du reste du cerveau. Là, et c'est vraiment cette partie-là qui est notre avantage. Langage, c'est pas surprenant, c'est tout près de l'audition. Et visuo-spatial, ça prend la vision de lobe occipital plus l'interprétation de l'espace dans le lobe pariétal. L'orientation, on a dit temps et espace, et ça c'est aussi dans le lobe temporal. L'odorat, là on a coupé le cerveau en deux et on a regardé par l'intérieur. So, si on regarde le nez, tout de suite derrière le nez, on tombe entre les deux hémisphères, et c'est là qui est l'odorat, bien placé, le nez serait à peu près là, ça c'est bien. Et dernière chose, et la chose le plus importante, ce dont on va parler le plus aujourd'hui, évidemment, c'est la mémoire. Et ici, en bleu, c'est l'hippocampe. Une autre façon de penser, parce que c'est un peu compliqué cette image-là, c'est de dire le lobe temporal est là, OK? So, le lobe temporal est comme ça. L'hippocampe est au centre, à l'intérieur du lobe temporal. So, si on passerait ici et qu'on va vers les lobes temporaux, les deux bords, les hippocampes sont là. OK? So, tout ça, c'est bien connu, c'est bien prouvé, ces parties-là du cerveau, à travers les ACV. On sait que s'il y a un ACV là, ça affecte telle affaire. Et par la chirurgie, la neurochirurgie, etc. So, ça, c'est le mapping des fonctions cognitives sur le cerveau. All right. Là, on va parler un peu des mauvaises nouvelles. Chaque jour, on perd 50 000 neurones, en moyenne, après l'âge de 29 ans. So, on est né avec un certain chiffre, ça pousse, ça pousse, ça pousse, jusqu'à peu près l'âge de 29 ans, et après ça, ça baisse, ça baisse, ça baisse. C'est la vie. Et so, 50 000 neurones par jour, ce qui équivaut à peu près à 20 millions par année. OK? Mais si on se souvient, on a dit 20 milliards dans le cerveau, ça fait 1 par 1000. Right? Une cellule par 1000 qui meurt chaque année et à peu près un 10% de réduction entre l'âge de 20 et 90. So, c'est réel. On en perd de la masse du cerveau. Donc, qu'est-ce que ça fait? Avec moins de neurones, on va avoir un peu moins de mémoire, un peu moins de concentration. Et la rapidité de traitement de l'information, c'est la vitesse avec laquelle le cerveau prend de l'information vue, l'envoie au spatial pour dire voilà la forme, pour dire à la mémoire, est-ce que j'ai déjà vu ça avant, pour envoyer le message à ma main de dire prends ça, right? Ça prend une vitesse, ça prend une électricité qui passe. Et cette vitesse-là, évidemment, avec moins de neurones, ça va moins vite. Right? On est moins vite avec l'âge. Et ça fit parce que de toute façon, les genoux et tous les autres morceaux du corps vont moins vite aussi. Ça fit que le cerveau va un peu moins lent. Mais ce qui est le plus important de tout ça, c'est qu'il n'y a pas un gros impact sur le fonctionnement de tous les jours. Right? So, je perds un peu la mémoire, mais je n'oublie pas comment faire un repas, normalement. Right? So, c'est des petits changements. Je descends dans le sous-sol et là, je dis, oh, pourquoi je suis ici? Right? Je monte en haut, là, je vois que je suis en train de couper les tomates. Ah, je cherchais d'autres tomates. Je descends en bas, je prends des tomates, je monte en haut. C'est correct. J'ai un peu plus d'exercice. Right? Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas dangereux. Mon fonctionnement n'est pas vraiment affecté. All right, so ça, c'est le cerveau. Il vieillit tout seul. OK?
Mais entre-temps, les organes de support, eux autres, vieillissent aussi. So, premièrement, on a dit, le poumon, c'est les muscles du poumon qui font inspirer, right? So, c'est des muscles. So, comme vous savez probablement, quand on vieillit, on a moins de ça et on a un peu plus de ça, right? Les muscles sont moins musclés et plus de fibres, un peu plus de graisse, right? Et c'est normal, ça fait partie du vieillissement, mais quand c'est le poumon, ça veut dire qu'il inspire un peu moins bien. Les muscles intercostaux, les diaphragmes fonctionnent un peu moins bien, so il y a un peu moins d'air qui entre. Les alvéoles, c'est des petits ballons, on a dit, ils sont élastiques. Et si, là on parle des parois, mais en tout cas, s'ils sont épaissis, il y a moins d'échange d'oxygène, mais l'élasticité, c'est-tu le prochain? Non, on a oublié l'élasticité. Ah non, c'est OK. L'élasticité baisse aussi. Si on en souffle dans un ballon 1000 fois, il ne retourne pas à sa forme originale quand on a acheté le ballon, right? So, même chose dans les poumons. Éventuellement, en inspirant, expirant, l'élasticité se baisse. So, le muscle est moins fort pour entrer l'air, l'élasticité est moins bon pour sortir l'air, et en plus, les parois des ballons sont plus épais, so l'oxygène passe moins bien. So, avec tout ça, vous comprenez, il y a moins d'oxygène qui sera à l'intérieur du corps. Et ça, c'est avant qu'on fait des foleries, right? Des choses comme fumer, la pollution qu'on ne peut pas éviter ou avoir des maladies de poumon comme l'asthme, right? So, tout ça, ça amplifie le vieillissement. Un poumon en santé, un poumon de fumeur, là, c'est clair, il y a des différences qui se font. So, poumon, moins d'entrée d'air, moins sortie d'air, moins d'échange d'air. So là, qu'est-ce qui arrive à la circulation? So, premièrement, le cœur est un muscle, les muscles sont plus faibles, la pompe est moins bonne. Avec l'âge, la pompe est moins bonne. On monte un escalier et on devient plus essoufflé qu'on avait 15 ans, right? La pompe est moins bonne. Donc, il y a moins de flot sanguin. On va sauter ça. Les parois des vaisseaux, là, vous voyez ici une image d'un vaisseau, et vous voyez les petits picots jaunes. Ça, c'est supposé représenter le cholestérol. Right? So là, c'est quelqu'un qui mange trop de viande rouge, trop de gras, trop de poutine, et c'est des petits picots dans les vaisseaux. Right? Et là, il y a l'échange, parce que là, vous voyez les globules rouges, right? Et eux autres sont pleins d'oxygène et ils sont supposés donner cet oxygène-là au cerveau, aux organes, mais là, à cause qu'il y a un peu de blocage, ça va moins bien. Et ça, c'est encore avant qu'on ajoute des maladies, comme le diabète, les taux de cholestérol élevés, l'hypertension. So, le vieillissement normal, ça baisse, mais avec des maladies qui sont plus fréquentes, qu'on vieillit aussi, right, ça amplifie la baisse de circulation. Si on entre moins bien l'oxygène, le sang n'amène pas autant d'oxygène au cerveau. Le cerveau est déjà en train de vieillir parce qu'il perd des milliers de neurones par jour. Vous comprenez pourquoi le vieillissement, c'est pas drôle, right? Et heureusement, l'histoire n'est pas finie. Tantôt, je vais donner des petites bonnes nouvelles à la fin. Mais là, vous comprenez pourquoi le vieillissement, ça a un vrai impact. So, pas pire. Je vais parler un peu plus lentement, apparemment, pour le timing. Là, on va parler du sujet vraiment clé de la présentation, évidemment, et ça, c'est la démence. Avant qu'on va parler de la démence, on va faire certain qu'on a tout le même vocabulaire. Donc, on va définir certaines choses. Sur les activités courantes de la vie quotidienne, les activités de tous les jours, c'est des choses qu'on apprend quand on est jeune, right? On apprend à s'habiller, se laver, contrôler la vessie, right? Se nourrir, right? Ça, c'est des activités. Si on ne fait pas ça,
on est dans le trouble. Right? Ça, c'est des choses primaires qu'on a besoin de faire pour fonctionner. Maintenant, les activités instrumentales de la vie quotidienne, ou les tâches domestiques, si on veut, sont beaucoup plus compliquées. On les apprend plus tard. Ça, on apprend ça comme enfant. Ça, on apprend ça plus teenager, adulte. Right? So, gérer des finances, c'est beaucoup plus compliqué que se brosser les dents. Right? Magasiner, gérer des médicaments, préparer un repas. Right? Toutes ces choses-là, c'est des activités de tous les jours aussi, mais qui sont plus complexes. Right? So, vécu, right? Juste pour dire les activités instrumentales de la vie de toujours. Ici, c'est le diapo que j'appelle le diapo le plus important. C'est pas vrai, mais moi, je trouve qu'il est le plus important parce que ça nous aide à comprendre la continuité entre les différents types de diagnostics qu'on peut avoir. So, il y a le vieillissement normal. Tout le monde commence, à l'âge de 29 ans, avec un vieillissement normal. On a toute la même chance. On va perdre nos 50 000 neurones par jour, et ça, c'est vieillissement normal. So, avec ça, comme j'ai dit tantôt, on va avoir une petite baisse de mémoire, une petite baisse de capacité de langage, peut-être mon vocabulaire va baisser un petit peu, et ma fonction exécutive va changer un peu, je vais être un peu plus lent, peut-être j'organise un peu moins bien les choses, mais c'est minime, et les activités de tous les jours ne sont pas touchées. Peut-être c'est un peu plus lent, mais la qualité est bonne. J'écris un chèque, j'écris un chèque. J'écris un chèque à 25 ans, j'écris un chèque à 85 ans, c'est pareil. Peut-être l'écriture est moins belle, mais c'est pareil. Right? Le chèque est fait. Maintenant, les troubles cognitifs légers, ou ce que j'appelle l'atteinte cognitive légère, c'est une intermédiaire entre le vieillissement normal et la démence. Right? So, les troubles cognitifs légers, là, il y a déjà un changement au-delà de la normale. So là, c'est quelqu'un qui va répéter la même question 2 fois dans 10 minutes. Right? So, maintenant, il y a un changement important, plus que normal, de mémoire ou langage ou fonction exécutive, right? Mais il reste que les activités de tous les jours sont encore normaux. So, j'oublie, je sais que j'oublie, so je m'écris des petites notes. Et avec ça, les petites notes, je ne fais pas d'erreur, je fonctionne bien. Ou je reçois ma facture, j'écris le chèque et je marque sur la facture « payer » pour que si j'oublie demain, est-ce que j'ai payé cette facture-là? Non, c'est écrit « payer », donc je le mets dans le tiroir. Right? So, les activités de tous les jours, les tâches domestiques et tout ça sont préservées, mais si je me compare ma mémoire à une autre personne de mon âge, c'est moins bonne, significativement moins bonne. Et évidemment, à la fin, à la démence, c'est évident, on a des changements dans plusieurs domaines. Ça commence peut-être dans une, mais rapidement, ça va dans d'autres domaines. Et le gros changement, c'est que maintenant, je ne fonctionne plus comme avant. So, j'oublie que j'oublie. J'écris un chèque, quand la facture arrive, j'oublie de le serrer dans le tiroir. 2 heures plus tard, je vois une facture, j'écris un autre chèque. Parce que j'oublie. Et j'oublie que j'oublie. Right? So, je n'ai pas de façon de corriger mes manques. Donc, démence, perte cognitive et impact sur la vie de tous les jours. OK? So, comme je dis, on commence tous à peu près dans le vieillissement normal. Et là, il y a des choses qui peuvent arriver là, qui vont me pousser vers l'atteinte cognitive légère. OK? So,
la direction est par là, il y a plus de dommages ou plus de problèmes que le vieillissement normal causé par whatever, et on va parler de toutes les whatever tantôt. Maintenant, je suis dans le milieu. Il y a deux choses qui peuvent arriver. Soit on corrige le problème, je prends un médicament qui enlève ma mémoire, on enlève le médicament, ma mémoire devrait revenir. Right? Ça revient. Je suis déprimé, je n'ai pas de concentration, je ne fais pas attention à grand-chose, mon test de mémoire est bas, je traite la dépression, je me sens mieux, j'écoute, mon score va s'améliorer, je vais retourner à un fonctionnement normal. So, il y a des choses qui peuvent nous ramener au vieillissement normal. Mais, malheureusement, si c'est une maladie progressive qui m'a fait partir de la normale pour aller aux atteintes cognitives légères, ensuite, ça va continuer. À un moment donné, je vais faire la transition à la démence. Et c'est ça, une des choses que ma job est de surveiller, de manager les transitions entre les différents domaines. Et vous voyez que les cercles s'interconnectent. C'est clair, c'est pas que le 10 juillet, j'ai une atteinte cognitive légère et le 11 juillet, j'ai une démence. Non, je le perds graduellement. So, il y a une transition, il y a un espace où ça s'intersecte, où on ne sait pas. Là, je dis que j'ai l'impression qu'on est en transition. Mais 6 mois plus tard, là, je vais dire, là, on est vraiment dans la démence. Right? So, c'est pour ça que je dis qu'il y a les cercles s'intersectent. Ce n'est pas soudain, c'est graduel la transition. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette image-là? Parce que c'est comme important. Et cette image-là, comme je dis, c'est la classification de la sévérité de changement du cerveau. Vous voyez qu'il n'y a aucune cause sur ce dessin. Parce que les causes, on va parler tantôt. So, le monde qui me demande, c'est quoi la différence entre la démence et l'Alzheimer? Ils n'ont pas compris cette image-là. On peut avoir des changements Alzheimer ici, on peut avoir des changements Alzheimer là, et on peut avoir des changements Alzheimer là. L'Alzheimer, c'est la pathologie, le changement du cerveau. Mon fonctionnement passe du fonctionnement normal à une atteinte cognitive légère à une démence. So, la démence, c'est la sévérité. Alzheimer, c'est la cause, une des causes possibles. OK? C'est pour ça que je dis que cette image-là est vraiment comme si on peut garder cette image-là, marquez-le avec un X, là. Ça, c'est important. OK. So là, maintenant qu'on a décrit ça, on va définir un peu plus la démence. So, on dit en anglais « umbrella ». La démence, c'est un terme global, right? Et toutes ces choses-là peuvent être la cause d'une démence. So, des changements de type Alzheimer peuvent causer une démence. Des changements frontotemporaux peuvent causer une démence. Des changements de type Parkinson peuvent, etc. Right? So, premièrement, la démence, c'est un regroupement de maladies. C'est une sévérité d'atteinte du cerveau. Et c'est une condition chronique. Okay? Ce n'est pas une maladie aiguë. Une maladie aiguë, c'est la pneumonie. Aujourd'hui, je me sens bien. Demain, je commence à être faible un peu. 2 jours après, j'ai une grosse fièvre, je tousse comme il faut. Je suis entré à l'hôpital, j'ai mon antibiotique pendant 1 semaine et je suis guéri. Une maladie aiguë, je descends vite et je remonte vite si j'ai le bon traitement. Maladie chronique, c'est l'arthrite. Okay? Moi, j'ai l'arthrite. Le matin, mes mains sont un peu serrées. Ça ne veut pas fermer complètement, mais avec le temps, ça s'améliore. Il y a des changements d'arthrite dans mes articulations. C'est une maladie chronique. Ça fait 1 an que ça commence. Ça va continuer pour les prochaines, j'espère, 40 ans. Et ça va devenir de pire en pire. Est-ce qu'il y a des choses que je peux faire? Oui. Thérapie, anti-inflammatoire. Mais est-ce que la cause des changements dans mes articulations, est-ce que ça va changer? Non. Right? C'est une maladie chronique, ça se développe sur les années
Et on est beaucoup mieux normalement à traiter les symptômes que de guérir la maladie. Right? Seule façon de guérir une articulation, c'est d'enlever et mettre du métal. Mais ça non plus, ce n'est pas une guérison, c'est juste un remplacement. Right? So, première chose à considérer, la démence est une condition chronique. Ça prend des décennies pour développer. Et la définition officielle d'une démence, c'est donc, ce que j'ai dit plusieurs fois déjà, des changements progressifs, mémoire, d'autres capacités cognitives, langage, etc., des problèmes visuo-spatiaux, mais réduisant l'autonomie de la personne. Il faut qu'il y ait un changement fonctionnel pour avoir un diagnostic de démence. Autre terme qu'on utilise souvent, c'est la neurodégénération, dégénérescence. Neuro, donc à cause que ça affecte les neurones, dégénérescence, c'est la maladie, la progression de maladie et finalement mort des neurones. Et ça, dans ce cas-là, c'est neurones, mais ça peut être n'importe quel groupe de cellules qui peuvent dégénérer, mais neurodégénérescence, donc c'est dégénérescence du cerveau. Et la démence, c'est progressive, donc neurodégénérescence, et avec les symptômes qui s'aggravent et le fonctionnement qui est affecté. Ici, on parle de l'état de conscience. So, une des différences entre démence et délire, c'est que l'état de conscience n'est pas affecté dans la démence. Je suis très conscient, alerte, mais j'oublie votre nom, j'oublie où je suis. Right? So, mais je suis alerte. C'est pas que je suis en coma. Okay? Là, on va parler un peu des chiffres. Et donc, en 2015 à peu près, on avait au-dessus d'un demi-million de Canadiens avec démence. Et à 2030, donc seulement 15 ans plus tard, on va avoir presque doublé, on va avoir presque 1 million de personnes atteintes. C'est une maladie qui progresse avec les années, comme j'ai dit. Donc, à l'âge de 65, on a à peu près une personne sur 40 qui va avoir un problème cognitif, démence, mais rendu à 85, c'est presque une personne sur 3. So, chaque 5 ans, on double notre risque d'avoir une démence. Okay? Et 75 000 nouveaux cas par année, et on voit que c'est une maladie, actuellement, c'est une maladie qui affecte beaucoup plus les femmes. Premièrement, parce que les femmes, on a plus de femmes âgées que d'hommes âgés, et deuxièmement, parce que les hommes qui ont la démence sont soignés par les femmes. Right? So, la démence affecte beaucoup plus les femmes, les filles aussi. Là, s'il n'y a pas de mari ou épouse ou époux, c'est les filles souvent qui vont s'occuper. Right? So, c'est vraiment une maladie qui affecte beaucoup plus les femmes. On dit que dans la population canadienne, 3 personnes sur 4 connaissent quelqu'un qui est affecté par la démence, simplement parce que c'est la grand-mère de mon voisin ou whatever. Right? Tout le monde en parle. OK. Là, on va commencer à parler des causes. Et comme j'ai déjà dit, le cerveau est fait par des neurones. Ce sont des neurones dans le cerveau. Et on peut imaginer que si ces neurones-là deviennent malades et meurent toutes seules, ça peut causer une démence. Right? So, toutes ces maladies-là sont des changements des cellules, des neurones elles-mêmes. Alzheimer, démence frontotemporale, atrophie corticale postérieure, Parkinson, Lewy body, et on va voir une partie de ceux-là, les plus importants tantôt. Mais juste pour dire, les cellules deviennent malades, neurodégénérescence, ça cause une démence éventuellement.
L'autre chose qui peut arriver, c'est qu'on coupe l'apport de nutrition au cerveau ou on endommage le cerveau par des forces extérieures. Si on coupe la circulation au cerveau, les cellules vont devenir malades, ils vont mourir. Donc, il y a une atteinte vasculaire qui peut causer une démence. L'hydrocéphalie à pression normale, c'est la pression qui augmente dans le cerveau. Les cellules sont comprimées et certaines de ces cellules-là vont souffrir, vont mourir. Donc, on augmente la pression à l'intérieur du cerveau. Ce n'est pas la faute des cellules, mais ils vont mourir. Encéphalopathie traumatique chronique, c'est la maladie de boxeur. Right? Je me fais frapper la tête 100 fois par jour. Éventuellement, il va y avoir du dommage à mon cerveau. Right? Donc, ETC, I guess en français. Les toxines. Si je prends l'alcool, un verre, c'est correct, 2 verres, 4 verres, une bouteille. Si je prends une bouteille, mon foie ne peut pas enlever l'alcool assez et ça va passer au cerveau. L'alcool brûle le cerveau. C'est ça la vie. Si je rends mon cerveau toxique, right, c'est une autre cause de démence. Je peux, avec assez de métabolites, rendre mon cerveau malade. Finalement, il y a des infections. Évidemment, si on a des infections du cerveau, si on ne réussit pas à le traiter assez vite, ou si c'est une infection chronique, ça peut causer une démence aussi. Right? So, logique. Les cellules deviennent malades toutes seules ou on les rend malades par l'extérieur. 2 regroupements de raisons de démence. OK, so, avec l'âge, le type de démence qu'on va avoir change. So, vous voyez ici à gauche les jeunes en dessous de 65 ans, et on voit qu'un tiers fait l'Alzheimer, un autre 18%, on va dire, est vasculaire. So, Alzheimer et vasculaire, c'est à peu près la moitié des causes. Et toutes les autres, l'alcool, Lewy body, frontal temporal, font l'autre moitié. Si on regarde l'autre côté, on voit que là, l'Alzheimer reste un tiers. So, ça n'a pas vraiment changé. Mais Alzheimer avec une autre démence fait un autre tiers et le vasculaire fait presque un autre tiers. So, vasculaire, Alzheimer et mixte, maintenant, fait presque la totalité. Il y a encore des petits Lewy body et frontal temporal, mais c'est beaucoup moins. Typiquement, on les diagnostique plus jeunes. So, vous voyez qu'avec l'âge, la cause peut changer. All right. Souvent, on me demande à la clinique, ma tante fait l'Alzheimer, c'est quoi mes chances d'avoir l'Alzheimer aussi? So, ici, vous avez un peu la réponse en sommaire. La maladie d'Alzheimer, 95 à 99% du temps, c'est sporadique. Ça n'a pas rien à voir avec le génétique. Il y a 1 à 5% qui sont familiaux. Là, le père, là, commence à voir à 55 ans, à 65 ans, il est mort. Le fils commence à avoir des symptômes à 55 ans, à 65 ans, il est mort. Et c'est pareillement. So, c'est vraiment familial. On voit le gène qui passe de génération en génération, mais c'est très rare, 1% des cas. Ces familles sont connues, so, ce n'est pas quelque chose que normalement la population en général a besoin d'être inquiet. La démence vasculaire, c'est un peu plus compliqué. Notre risque d'avoir une démence vasculaire est proportionnel un peu au risque que nos parents ont eu. Parce que si on a des problèmes avec le cholestérol du côté génétique, on a plus de chances d'avoir des dommages vasculaires. Mais
même si mes parents ont zéro chance, zéro maladie, pas de diabète, pas de cholestérol, pas d'hypertension, rien, si je fume 2 paquets par jour pendant 50 ans, je vais être capable de boucher mes artères pareil. C'est pour ça que je dis que le style de vie est un facteur qui change un peu la nature un peu aléatoire d'une démence vasculaire. Okay? Démence frontotemporale, là, quand on commence à voir qu'on est presque 50-50. Sur les cas de démence frontotemporale, on a plus de chances d'avoir un autre membre de famille avec ça. Démence de corps de Lewy, très peu de cas de familiaux. Parkinson, pas beaucoup. Et Huntington, c'est 100%. Right? Si vous avez un parent avec Huntington, la moitié des enfants vont avoir le Huntington. OK. Là, on va parler de l'apprentissage. On va retourner un peu à des choses qu'on a déjà parlé tantôt. Et j'aime bien l'image de l'oignon. Okay? On est né et on ne connaît absolument rien. Right? Je n'ai pas encore choisi une langue. J'ai aucune vision. Peut-être j'ai entendu un peu dans l'utérus, mais pas énormément. So là, je sors tout à coup, il y a toutes sortes de stimulations et à mesure, j'apprends. J'apprends à reconnaître des formes. Les humains sont comme un peu ronds, right? Et j'apprends. So, au début, j'apprends à tenir ma tête en haut. Parce que si je ne peux pas me lever ma tête, le reste de ma vie, je vais passer couché et je ne peux pas être un humain normal si je ne peux pas lever ma tête. J'ai besoin d'apprendre à porter attention. Sur tous les bruits, forget it. La voix de ma mère, celle-là, je veux l'écouter. Right? Et éventuellement, on apprend des mots uniques. Maman, right? Whatever, dada, whatever les mots sont. Right? So, ça, c'est la première couche de l'oignon. Avec ça, je peux faire d'autres choses. Si je peux tenir ma tête, mais là, je peux me tenir assis. Là, je peux me tenir debout. Right? Sur la première année, on apprend toutes ces choses-là, des choses motrices, mais aussi des choses cognitives, dans le sens que maintenant, si ma mère me dit « ramasse ton teddy », une chose, je peux aller ramasser mon teddy. Right? So, des directives avec une étape, ça va. J'apprends à tenir la cuillère. Au début, les poids font un peu un mess, mais éventuellement, je réussis à contrôler le mouvement de cuillère. J'apprends plus de mots, j'apprends à me laver les dents, m'habiller, je deviens continent, right? Plus besoin de pull-up, right? La motricité fine, je commence à faire des boucles, des zippers. J'apprends des phrases de 5 à 6 mots. Je commence à nommer mes amis. Ce n'est pas juste gars et filles, là, c'est des personnes. J'améliore ma concentration. Là, je suis capable de lire un livre. J'apprends dans le domaine des mathématiques d'abord l'addition. 1, 2, 3, 4, 5, je compte. Ensuite, 2 plus 3, ça fait 5. En plus, après ça, 2 fois 2, ça fait 4. Et j'apprends les chiffres, mais à mesure, j'augmente ma connaissance des chiffres. Les mathématiques, là, j'apprends à mettre mon carnet de chèques en équilibre. Right? Je fais des additions, des chèques que je dépense, et là, je mets les dépôts de l'autre côté, je les ajoute, je fais addition, subtraction, et à la fin, je gère un budget de 60 000 ou whatever, le salaire annuel. Right? La démence, c'est une espèce de désapprentissage. Right? So, la première chose qui devient difficile pour moi, c'est de gérer toutes mes finances. Right? Je suis encore capable d'écrire 1 ou 2 chèques, mais de faire la gestion de tous les budgets devient difficile. Après ça, plus capable de faire les chèques, les calculs deviennent de plus en plus difficiles, ma concentration est moindre, ma motricité baisse, et vous voyez un peu
l'image. L'oignon est en train de se dégrader de l'extérieur à l'intérieur. La maladie d'Alzheimer, c'est une des causes de neurodégénérescence. Et ici, vous voyez en macro qu'est-ce que ça fait. Le cerveau normal et un cerveau atteint d'Alzheimer. Il y a beaucoup de baisse de la masse, il y a beaucoup de cellules qui sont mortes, et vous voyez ici un cerveau plutôt plein, et là, vous voyez des gros espaces où le cerveau a baissé. Et quand on parle de maladie d'Alzheimer, on parle typiquement de deux types de protéines, tau et amyloïdes, et on parle de plaques amyloïdes et les dégénérescences neurofibrillaires. Pour disséquer ça un peu, donc le cerveau normal, le cerveau atteint de maladie d'Alzheimer. Intracellulaire, à l'intérieur des cellules, les microfibrilles sont en train de se désintégrer. La forme change, le fonctionnement des cellules change et la cellule devient de plus en plus malade. C'est la protéine tau qui affecte les neurofibrilles. Les plaques amyloïdes sont à l'extérieur des cellules, ils se ramassent là, et c'est la protéine amyloïde bêta qui s'accumule pour faire ces plaques-là. Et c'est justement ces plaques-là et cette dégénérescence que Dr. Alzheimer a décrit en 1907 ou quelque chose comme ça, quand il a décrit la première fois cette maladie. Et la maladie d'Alzheimer progresse avec le temps. On a dit que c'est une maladie de mémoire. On a dit que l'hippocampe est à l'intérieur du lobe temporal. Vous voyez le bleu là, et ça commence à affecter un peu le lobe frontal. Donc, qu'est-ce qui manque? Notre mémoire, notre capacité de planifier, gérer un budget de 60 000, right? Après ça, on voit que ça fait le tour du lobe temporal et ça devient plus épais au niveau de lobe frontal, le langage, sens de direction, sens du temps, right, sont affectés. Et finalement, vers la fin de la maladie, tout le cerveau est affecté et ce qui s'ajoute, c'est les soins personnels. Là, je ne suis plus capable de m'habiller, je ne suis plus capable de me laver. Ici, je vais vous laisser lire ça, mais c'est juste pour encore montrer un peu la transition d'atteinte cognitive légère, stade légère, stade modéré, stade sévère. Donc, atteinte cognitive légère, tout ça, c'est la démence, et à l'intérieur de ça, à mesure que la maladie avance, ça s'empire. On va parler des traitements de la maladie d'Alzheimer, et aussi pour d'autres types de démence, mais pour l'instant, c'est ça. On va retourner à notre neurone, nos deux neurones. On a dit que l'électricité descend, on relâche les transmetteurs, le dendrite est activé. Avec la démence, les cellules deviennent malades et meurent. Une cellule malade ne va pas faire des neurotransmetteurs et la transmission d'informations va baisser. Logiquement, si on peut trouver des médicaments qui peuvent augmenter la quantité de neurotransmetteurs, ça devrait nous aider. L'acétylcholine est le neurotransmetteur associé avec la mémoire et il y a 3 médicaments, donepezil, rivastigmine et galantamine, qui sont des médicaments pour augmenter l'acétylcholine au cerveau. Cellules meurent, moins d'acétylcholine, médicaments pour augmenter l'acétylcholine. Est-ce que ça remplace les cellules mortes? Non. Right? C'est pas une guérison, c'est une espèce de traitement des symptômes. Et juste pour dire un point à côté intéressant, c'est la galantamine vient des fleurs narcissus, là. Et déjà, les pharaons parlaient de cette fleur-là, les bulbes de cette fleur-là pour augmenter leur intelligence. C'est qu'est-ce qui est nouveau et donc, qu'est-ce qui était vieux. En tout cas, vous savez ce que je veux dire. C'est juste un à côté. Maintenant, ça stimule, c'est acétylcholine stimule le cerveau, mais
ça stimule aussi l'intestin et la vessie. Ça, on a des chances d'avoir des nausées, ballonnements, et ça se peut qu'on augmente la fréquence d'aller à la toilette pour la vessie. Ça, c'est 1 cas sur 8 et 1 cas sur 100 à peu près, on va avoir des changements du rythme cardiaque. Oui? Je remarque que Donepezil, c'est marqué 1996, j'imagine, c'est là où c'est lancé sur le marché. Comment? C'est le premier entrée, oui. Et puis les autres, un peu plus tard. Oui. Est-ce que ça signifie que les autres seraient plus efficaces? Pas nécessairement. Ce que je dirais, la seule différence entre ceux-là, c'est que, donc la question c'est est-ce que les nouveaux médicaments qui sont découverts plus tard, est-ce qu'ils sont mieux? Pas nécessairement. Donepezil et galantamine sont définitivement équivalents. C'est un peu le Me Too. Donc, il y a une compagnie qui découvre quelque chose, là, l'autre compagnie dit « Ah, nous autres, on va trouver une comme ça aussi. » Rivastigmine est un peu différent et je vais vous expliquer ça tantôt, mais en gros, c'est pareil. Les rivastigmine, ce qui est différent, c'est qu'ils ont un patch. Si on a de la misère à digérer ou si une partie des symptômes qu'on a au niveau digestif, c'est on peut essayer un patch, voir si ça diminue les symptômes digestifs. Ça, c'est la seule chose qui est unique, et ça, c'est vraiment en 2007, ça, c'est la dernière découverte, là. Et ça, c'est vraiment une amélioration. All right? Memantine était découverte en 68. C'était originalement pensé d'être un traitement pour le diabète. Là, on a su à mesure que ça s'attache à des cellules au cerveau en 80. Et là, on a fait des études et on a découvert que les neurones dans une bouteille, après un certain temps, ils deviennent malades, ils meurent. Un peu comme les cellules neurones dans le cerveau. Si on ajoute memantine dans la bouteille, ça prend plus de temps à vieillir et à mourir. On a dit, ah, parfait, ça doit être un traitement pour la démence. Mais malheureusement, dans la vraie vie, il n'y a pas beaucoup d'effets positifs. Il n'y a pas beaucoup d'effets secondaires, au moins. C'est mieux que ceux-là qui ont quand même assez d'effets secondaires. Moins d'effets secondaires, mais moins d'effets, malheureusement. La province d'Ontario ne paye pas la memantine parce qu'eux autres, ils disent que c'est pas assez, il n'y a pas assez d'évidence que ça marche pour que la province le paye. Mais il y a certaines familles qui sont prêtes à payer et je l'utilise de temps à autre. Mais ce n'est pas souvent que j'ai des effets très, très positifs. Comme n'importe quelle maladie chronique, ça va affecter d'autres choses. Et si mon lobe temporal est affecté et que j'oublie qu'est-ce qui est le jour, qu'est-ce qui est la nuit, je vais avoir des problèmes de sommeil. Et il y a des bons médicaments qu'on peut utiliser pour aider le sommeil. Si je dors mieux, mon cerveau va être un peu plus relax le matin, peut-être ma fonction cognitive va être mieux un peu. Si je suis déprimé, comme j'ai dit tantôt, mon cerveau va être moins fonctionnel que si je ne suis pas déprimé. Donc, il y a des antidépresseurs qui sont bons pour les personnes avec démence. Il y a aussi des antidépresseurs qui sont à bannir chez les personnes avec démence. Ça, c'est une des choses que votre médecin a besoin de voir. Est-ce qu'il y a des médicaments que vous prenez qui sont mauvais pour le cerveau? Et finalement, les cas les plus difficiles de démence avancée, on peut avoir la paranoïa, psychose, des comportements agressifs. Là, malheureusement, des fois, on a besoin d'antipsychotiques, des médicaments très forts qui fonctionnent bien, mais en sachant qu'à la longue, ils peuvent être dangereux. On va parler rapidement de la maladie d'Alzheimer. Oui? Lequel des médicaments? Non. Tous ces médicaments-là ont été choisis pour qu'ils n'ont pas d'effet négatif sur la démence. La seule chose, c'est que les antipsychotiques, eux autres peuvent causer des effets secondaires physiques. Ils peuvent causer un type de parkinsonisme, et ça, c'est mauvais. Et
on ne sait pas pourquoi, mais ils peuvent causer une mort soudaine aussi. So, comme je dis, moi, quand je prescris un antipsychotique, on a une longue conversation avec la famille pour dire, il faut que vous sachiez qu'il y a des risques importants, mais si ça fonctionne, ça va vraiment être beaucoup mieux dans la période immédiate. Et là, on a besoin d'échanger. Est-ce qu'on est prêt à perdre une couple de mois à la longue si on a des meilleures journées à la courte? Right? C'est ça l'échange qu'on a besoin de faire. Mais ceux-là, normalement, ça ne devrait pas causer un état pire de cognition. Les benzos, oui. Eux autres, comme l'alcool, peuvent empirer la cognition, certainement. Est-ce que la démence cause une augmentation de besoin de sommeil? Oui, oui. So, le cerveau et nous autres, on est fait pour dormir, et vous allez voir ça tantôt, mais on est fait pour dormir 7 à 8 heures par nuit. À mesure que le cerveau devient de plus en plus malade, il s'épuise beaucoup plus vite. So, oui, on dort plus la nuit et on dort prendre des sommes d'après-midi. So, oui, avec le temps, oui, on peut avoir besoin. Ici, on a un CT scan et vous voyez les petites taches blanches, là, right? Qui sont un peu différentes du reste du cerveau, ça, c'est des dommages vasculaires. Okay? Et donc, comme je dis, le cerveau a besoin d'être nourri. So, imaginez, il y a un caillou soudainement qui bloque une artère. Toute cette partie-là du cerveau où le sang ne se rend plus maintenant va devenir malade et mourir. Si on ne peut pas enlever le caillou, là, littéralement, cette partie-là du cerveau va mourir. Et en place d'avoir du cerveau, il va avoir un trou d'eau. Right? Un peu comme le fromage suisse, il y a une bulle. C'est ça qui arrive avec un ACV. Okay? So là, on regarde sur le scan et on voit littéralement un trou. Il y a juste de l'eau, il n'y a plus de cellules. Évidemment, si on enlève une partie du cerveau, ça va affecter notre cognition. Si on enlève assez du cerveau sur un shot, ça va causer une démence. L'autre chose qui arrive, c'est que des fois, on a un ACV et on perd certaines fonctions, on fait du rehab, ça revient un peu, mais sur les prochaines années, ça baisse. Et là, on ne sait pas, pourquoi ça arrive? Est-ce que c'est causé par le stroke original ou est-ce que c'est parce que les vaisseaux sont endommagés et celui-là, oui, il est bloqué, mais tous les autres autour sont partiellement bloqués aussi. So, déjà, il y a moins d'oxygène qui se rend et avec le temps, ça baisse. So, finalement, on a ce qu'on appelle la démence vasculaire sous-corticale et c'est celle-là que je vois le plus fréquent de loin. C'est juste les petits vaisseaux sont partiellement bloqués et si la personne ne fait pas assez d'exercice et qu'ils sont assis la bonne partie de la journée, le cœur n'a pas besoin de pomper trop fort, là, il n'y a pas assez de pression pour passer à travers les blocages des vaisseaux. Right? Et à mesure qu'on fait ça, on va perdre des parties du cerveau. So, l'image qu'on a vue tantôt avec les petits picots blancs, ça, c'est des changements microvasculaires un peu partout. Et c'est ça qui cause ce qu'on appelle la démence sous-corticale. Éventuellement, avec le temps, les dommages s'accumulent. Donc, les symptômes, la démence vasculaire est compliquée parce que dépendant de quelle partie du cerveau manque de l'oxygène, les symptômes vont être complètement différents, right? So il n'y a pas un patron type, parce que ça peut commencer avec langage autant que ça peut commencer avec mémoire, dépendant de quelle partie du cerveau est affectée le premier. Mais ce qu'il y a de commun, c'est que la progression n'est pas graduelle typiquement, parce que là, il va y avoir comme pas de blocage, oups, un petit blocage. Là, c'est stab, oups, un autre petit blocage. So, c'est plus en escalier. Il y a des changements comme plus aigus. Et en dedans de même 2 jours de suite, une journée peut être bonne, parce que là, j'ai fait des exercices, ça circule. Le lendemain, je suis assis, il n'y a pas l'oxygène qui se rend au cerveau. Là, ma démence est pire. So, les fluctuations de jour en jour sont plus fréquemment associées avec des démences vasculaires.
Et souvent, c'est des petits dommages un peu partout. Et comme j'ai dit au début, les parties du cerveau vont communiquer moins bien, right? So, la vitesse de réflexion, le traitement de données, la vitesse de traitement de données va être plus lent. Le langage est souvent affecté, on ne sait pas pourquoi, mais j'ai l'impression que les vaisseaux dans le centre de langage sont alignés d'une façon que quand ça va mal rapidement au niveau du langage. Motricité fine est affectée et éventuellement la mémoire est affectée, mais au début, c'est plus lent. Le nom de mon troisième petit-fils, right? Mais ça vient. C'est pas parce que c'est parti, j'en ai pas de troisième petit-fils. Personne avec Alzheimer va dire ça. L'autre va dire non, je le vois, mais là, ça prend du temps pour que ça vienne. So, c'est lent avant que ça parte complètement. Et là, ici, la dépression est plus fréquente chez la démence de type vasculaire, et on ne sait pas pourquoi, mais probablement que la manque de circulation dans les parties du cerveau où l'humeur est aussi affectée. OK, prochain type de démence. Là, vous pouvez me dire ça parce que vous avez tout appris déjà. Pourquoi on appelle ça la démence frontotemporale? Parce que la partie frontale du cerveau est affectée. Ici, c'est cette partie-là du cerveau n'est pas pire. Mais ici, non, ça c'est magané un peu. Ici, le lobe temporal, ça aussi, il y en manque, right? So, frontotemporal, right? Et les parties du cerveau affectées, fonction exécutive et langage. Ça, le type frontal, le type où la partie frontale du cerveau est affectée au début, les autres vont avoir des changements de comportement, ils vont être plus apathiques. Right? Moi, je suis relativement bien motivé, je planifie des choses tous les jours, whatever, mais ça prend mon cerveau frontal pour faire ça. Si ça s'est affecté, je vais être plus apathique, je vais être plus assis, je vais attendre que quelque chose arrive en place de l'initier. Je vais être plus désinhibé. So, des fois, je vais voir quelqu'un et je veux faire un commentaire, mais je dis non, ça, c'est pas correct du côté social, c'est pas une chose qu'on dit à des personnes. Mais là, la personne avec démence frontotemporale, ils n'ont plus le filtre. So, ils pensent quelque chose et boum, ils le disent. Right? Et c'est très typique, là, la famille va être super gênée de qu'est-ce que cette personne dit, mais c'est simplement le filtre est parti. Et comme je dis, c'est plus fréquent du côté familial. Et la partie temporale, c'est le langage qui est affecté le plus. Et il y a deux types principaux de démence frontotemporaux. Il y a l'aphasie progressive. Et là, c'est vraiment les mots manquent. So là, j'ai un vocabulaire de 20 000 mots. Et là, avec cette maladie-là, je commence à avoir 15 000, 10 000, right? Et je vais être au plein milieu de ma phrase et je vais oublier le prochain mot. Right? Il ne va pas venir, je vais être stuck. So, je vais faire ma phrase et boum, j'arrive à un mur, je ne trouve pas le mot. Là, je le décris, ce que je veux dire. Là, vous m'aidez, vous dites mot. Ah oui, mot, merci. Là, je fais ma prochaine phrase. Oups, j'arrête. Et c'est comme le rythme est affecté parce que je cherche les différents mots. La démence sémantique, c'est différent. Là, le sens du mot part. So là, on a décidé tout le monde ensemble qu'un chien est un chien, un chat est un chat. Right? Mais moi, avec une démence sémantique, les règles de ça sont parties. So là, je vais dire que, là, il faisait beau, so j'ai pris mon chat et j'ai pris une marche dans le parc. Je vais dire, Mais là, si je dis que j'ai pris mon chat pour aller prendre une marche sur le lac, right? So là, il y a le lac et le parc, il y a le chat et le chien, éventuellement, vous n'allez pas me comprendre, pas du tout, parce que j'ai remplacé tous les mots par d'autres mots. Right? So, ça, c'est une démence sémantique. Eux autres, ils parlent sans arrêt, et là, ils ont fini leur phrase, et là, ils disent, OK, c'est à vous.
Mais là, vous ne savez pas quoi dire parce que vous n'avez pas compris. Ils ne comprennent pas pourquoi vous ne dites rien, right? Parce que pour eux, c'était logique ce qu'ils vous ont dit. So, la personne avec aphasie, rythme affecté, ils vont venir, ils vont me dire, docteur, je ne trouve pas mes mots. Et c'est gênant, j'étais capable de parler devant le monde, là je ne suis plus capable parce que je manque mes mots. Celui-là, il va venir, il dit, je ne sais pas pourquoi je suis ici, pas de sens, right? Parce que ça c'est la dimension sémantique. OK. Démence de type corps de Louis. Comme l'Alzheimer est nommé après Dr. Alzheimer, la maladie de Louis, démence de type Louis, est nommée après un docteur Louis qui a découvert ces bulles-là qui affectent certaines cellules. Et la démence de type Louis cause des hallucinations visuelles. C'est ça qui est vraiment le marqueur le plus unique, si on veut. Ils font du parkinsonisme, pas la maladie de Parkinson, mais ils ont des traits. So, la marche, des petits pas, mais ils n'ont pas le tremblement de repos de type Parkinson. Ils vont avoir des troubles de sommeil, paradoxal. Nous autres, en santé, quand on rêve, le corps est paralysé. Le cerveau dit, là, on va rêver d'une course et je ne veux pas que tu te blesses. Ça donne rien de faire une course, mais tu ne bouges pas. Hein? Parce que si je bouge, avec mon rêve, je vais tomber du lit, je vais me blesser. Ces personnes-là, c'est ça qu'ils font. Ils rêvent qu'ils sont en train de se battre et l'époux ou l'épouse se trouve avec un œil bleu. Right? So, c'est des mouvements qui ne sont pas supposés être pendant le sommeil, classique pour la démence de type Louis. Comme on a des hallucinations, visuospatiale est affectée aussi, et les symptômes fluctuent avec le temps. Right. La démence de type Lewy body est souvent mal diagnostiquée parce que les hallucinations, normalement, on va dire, il voit des lapins dans la pièce, là, on est mieux d'appeler le psychiatre. Et oui, certains types d'hallucinations, c'est vraiment le psychiatre qu'on a besoin, mais pas dans ce cas-là. Ça, c'est des changements chimiques de type Lewy body qui sont différents. L'autre chose, on va dire, regarde, il marche croche, ça doit être la maladie de Parkinson. Encore pas, mais et si la mémoire est affectée, on n'a pas souvent, ou on ne pose pas la question des hallucinations, parce que le patient ne va pas dire « Ah oui, en passant, je vois des lapins dans la maison ». C'est comme, si on ne pose pas la question, ils ne vont pas le dire. So, souvent, on va manquer le diagnostic ici. La maladie de Parkinson, donc, c'est le frère ou le cousin de la maladie de Lewy body, et ça commence dans le tronc et des cellules dans le substantia nigra, et ça passe par après. Et ça commence vraiment avec le tremblement de repos. Et ensuite, ma posture change, et après plusieurs années, là, ma mémoire va être affectée aussi, peut être affectée aussi. So, c'est la séquence de changement avec le temps qui différencie le Parkinson et le Lewy body. Lewy body, ça commence cognitivement avec les hallucinations. Plus tard, le physique va arriver. Parkinson, ça commence avec le physique et plus tard, ça peut causer des atteintes cognitives. Il y a un groupe de démence qu'on appelle Parkinson Plus, parce qu'ils ne sont pas la maladie de Parkinson, ne sont pas la maladie de Lewy body, mais ils apparaissent un peu comme les deux. Donc, ils ont des problèmes de mouvement, mais ils ont aussi des problèmes de cognition, surtout la fonction exécutive, un peu de langage. Et c'est ça, sont souvent, encore plus souvent manqués que le Lewy body. Ici, ça compare juste un peu comment on fait. So, le médicament dont je vous ai parlé, là, le groupe de médicaments, les cholinesterase inhibitors, sont définitivement pour l'Alzheimer. Définitivement, on peut l'essayer sur le vasculaire. Ils ne sont pas souvent utiles sur le frontotemporal, pas efficaces. Le Lewy body, on essaie le rivastigmine. Des fois, ça peut aider avec les hallucinations aussi,
On utilise moins souvent le donepezil que l'antamine. Et Parkinson, évidemment, on traite le physique. Et s'il y a la dépression, on peut le traiter. Et les Parkinson's Plus, même chose. Moins souvent, ils ne répondent pas souvent à des traitements de type Parkinson pour les mouvements. Right. On va parler de ça plus tard. Et finalement, le dernier type de démence, c'est de la démence mixte. So, là, j'ai parlé comme si il y a juste une chose qui peut arriver au cerveau. Mais évidemment, ce n'est pas vrai. Right? On peut avoir des changements de nos vaisseaux, on peut avoir des changements des cellules dans le cerveau, et on peut boire trop d'alcool. Donc, ça se peut qu'il y ait 3 facteurs qui affectent notre cerveau. So, évidemment, diagnostiquer une démence mixte, c'est plus difficile parce que là, on ne sait pas, il y a une affaire de langage, est-ce que c'est frontotemporal, ou est-ce que c'est Parkinson's Plus, ou est-ce que c'est vasculaire, c'est juste le hasard qui a fait que le langage est affecté. So là, vous comprenez pourquoi c'est comme compliqué diagnostiquer une démence mixte et pourquoi souvent, quand ils viennent chez moi, les démences mixtes, je vais dire au début, regarde, je ne peux pas vous dire exactement, je vois qu'il y a différentes zones affectées, c'est possible qu'il y ait quelque chose de vasculaire, c'est possible que c'est neurodégénératif, mais avec le temps, on va le voir mieux, on va embarquer à ce voyage-là ensemble et on va le voir ensemble. Délire et démence, comme je dis, le délire, c'est beaucoup plus soudain et souvent, on va avoir un changement d'état de conscience. Et d'une manière, si vous regardez ici, déshydratation, infection, médicaments, c'est des choses qui peuvent causer une démence aussi. Right? So, c'est juste que ça peut empirer une démence, mais c'est des choses qui causent les changements d'état cognitif soudains. Et donc, c'est ça un délire. So, si vous allez à l'urgence, c'est plus probable que ce soit un délire qui vient tout d'un coup que la démence qui progresse sur des années et des années. Et la dépression, comme je l'ai dit, peut masquer aussi ou entrechanger pour une démence parce que si on est assez déprimé, on n'en fait pas attention à rien, on ne veut rien faire, on ne veut pas manger, on ne veut pas faire la vaisselle, on ne veut pas faire le lavage, on reste couché. Est-ce que c'est parce que le cerveau ne fonctionne pas ou est-ce que c'est parce que le moral est parti et là, je reste couché? So, des dépressions, évidemment, arrivent plus vite qu'une démence. Et si on traite la dépression, normalement, la plupart des symptômes devraient revenir. Ce qui est compliqué, c'est que des fois, on a une démence, on oublie des choses. Au début, on se rend compte et on dit, ça se peut pas, ma fille, ça fait 4 fois qu'elle dit que j'oublie les choses, comme qu'est-ce qui se passe? Et là, ça déprime, right? N'importe quelle maladie. Si on voit qu'on ne fonctionne pas comme avant, ça peut déprimer la personne. So, ça s'entretrouve des fois. Il y a aussi, on pense, un sous-groupe de personnes qui sont dépressives toute leur vie, qui sont plus à risque de faire une démence à l'âge plus avancé. On va sauter ça. On va sauter ça parce qu'on a parlé de délire, démence et dépression. C'est les 3D. Les étudiants en médecine ont besoin de mémoriser cette tableau-là. Vous, non. C'est correct. Là, je vais vous parler d'un cas type de ce qu'on voit à la clinique, que les médecins de famille aussi vont voir dans leur clinique. So, on a une dame de 77 ans. Elle oublie pourquoi elle est descendue dans le sous-sol. Elle ne s'inquiète pas, mais sa famille s'inquiète. Déjà, on voit qu'il y a un peu de différence. Elle oublie qu'elle oublie peut-être déjà. La famille se rend compte de chaque oubli. Right? Ils vont vous donner la liste de toutes les choses qu'elle a oubliées. Right? So, déjà là, ça commence à sentir un peu mauvais. C'est graduel. C'est plus vite que ses pairs. Donc, les autres, madame de 67 ans, disent « Wow, elle n'est pas tout à fait correcte, elle. » Elle commence à avoir de la difficulté à payer ses factures classiques. Des fois, elle achète des choses qu'elle n'a pas besoin. Right? So, elle a acheté 2 boîtes de Kleenex parce qu'ils étaient en spécial. 2 jours après, elle manque du lait. Elle va au magasin et dit « Ah, regarde, les boîtes de Kleenex sont en spécial. Je vais acheter une autre 2 boîtes. Right? » So là, à un moment donné, il y a
tellement de boîtes de Kleenex qu'elle ne va jamais être capable d'utiliser parce qu'elle a oublié qu'elle a déjà acheté les boîtes. Et son mari prend de plus en plus charge des tâches domestiques. Historique familial, pas d'éléments vasculaires, une tante qui a une démence, elle finit le secondaire, elle était secrétaire, elle a élevé sa famille après, elle avait un peu d'arthrite, une hystérectomie, et ça a commencé, ça aussi on teste sa mémoire, on voit qu'il y a des troubles de mémoire, on donne 3 mots, elle ne se souvient d'aucun des 3 mots. Son sens du temps est un peu off. Elle dit, aujourd'hui, on est-tu juin ou juillet? Right? Et elle, de temps à autre, elle ne va pas trouver le mot juste. Elle va dire, tu sais, la chose là, qu'on utilise pour ouvrir la porte, right? En place de dire le mot-clé. Le test cognitif, 23 sur 30 mini-mental, c'est loin en dessous de la normale. Right? Et à l'examen physique, rien, pas de symétrie. Test de laboratoire, rien. Sur le CT scan, un peu d'atrophie, pas spécifique. Elle a des médicaments, Tylenol pour son arthrite et l'amitriptyline pour son sommeil. Drapeau rouge. Amitriptyline, c'est une anticholinergique. Ça enlève l'acétylcholine du cerveau. On a dit l'acétylcholine, c'est le neurotransmetteur pour la mémoire. Right? Pas un bon choix. Qu'est-ce qu'on fait? On a un diagnostic, c'est démence, c'est probablement neurodégénérative, probablement la maladie d'Alzheimer à cause de la séquence, mémoire, fonction exécutive, un peu de langage, right? Ça progresse dans l'ordre type. Première chose, on va enlever l'amitriptyline, mais pas du tout d'un coup, parce qu'elle est habituée, le cerveau est habitué, son cerveau va être en choc, on va faire graduellement remplacer avec un des médicaments qu'on aime, comme trazodone, et on va considérer un traitement de donepezil, sachant que ça peut affecter la digestion, la vessie, et là, c'est vraiment une question de la famille de décider les risques ou les bénéfices de ça. Et comme de raison, ils ont accepté, et pendant 2 jours, on a un peu de nausée, mais là, oups, le corps s'habitue, on va continuer pareil. Et à la clinique, on va suivre avec le temps les changements cognitifs et on va travailler avec la famille pour faire les planifications de futur parce que ça va continuer à changer. OK, dernière section, pas pire, je suis back on track. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de trouver un cure pour la démence? Bien, on a déjà dit que, premièrement, un des problèmes, c'est que c'est une maladie chronique. Et jusqu'à date, la médecine, on a de la difficulté dans toutes les maladies chroniques. On peut faire les symptômes, mais pas autant la cure. Maintenant, l'autre chose qui est évidente, c'est que si la maladie commence dans mes années 40 et progresse graduellement, un peu comme l'arthrite, right? Ça progresse graduellement, et là, à 77, la dame arrive me voir, comment tu veux que je lui donne un traitement qui va défaire 30 ans de dommages? Right? C'est là qu'il y a une partie des gros challenges sur la démence. Et qui veut se faire tester à 40 ans pour voir s'ils ont besoin d'un traitement pour prévenir une démence à 77? De l'autre côté, right? On a le problème de définition. Comme j'ai dit au début, démence, c'est un regroupement de diagnostics. Il n'y a pas façon de faire un diagnostic définitif. On peut décrire des changements du cerveau, la pathologie, en mettant de la couleur, cherchant des corps de Louis, cherchant des plaques, des fibrillations, des neurofibrillaires, des ramassements. Mais c'est une description pathologique. Le diagnostic fonctionnel peut être différent ou pareil. Là, on a beaucoup de difficultés à trouver un traitement parce que là, si j'ai 3 types de démence et que j'essaie avec un médicament de les traiter tous,
Même si ça marche pour un des trois, je vais dire que c'est mauvais parce que juste un des trois est mieux. Right? Ce n'est pas un bon traitement. So, on a de la difficulté avec la classification de démence. Et ça ajoute à nos challenges. Et la recherche, la séquence est quand même assez compliquée. Right? On commence avec des cellules dans le laboratoire, on ajoute des petits trucs, des médicaments en recherche pour voir qu'est-ce que ça fait aux cellules. Ça prend des années à trouver quelque chose qui semble faire une différence au niveau des cellules. Là, on va sur les modèles animaux. On prend des souris qui ont des changements du cerveau type démence, et là, on leur donne des petits gouttes de ça pour voir est-ce que la chose qu'on a vue dans la bouteille, est-ce que ça se répète dans l'animal? Si on a trouvé dans la bouteille que les animaux survivent, là, on va essayer une dizaine de personnes pour faire sûr que, parce qu'on n'est pas des souris, right? So, qu'est-ce qui marche à la souris ne va pas nécessairement nous faire du bien. So, d'abord, on fait une dizaine juste pour voir est-ce que c'est sécure pour les humains. Si oui, là, on check avec des centaines de personnes. Si c'est encore safe, là, on va dans les grandes études internationales où on prend des dizaines de milliers de personnes pour voir ces 5000-là vont avoir une pilule placebo. Ces 5000-là vont avoir la vraie pilule. On ne sait pas qui est qui. Et là, on va voir avec le temps pour voir s'il y a une différence dans l'évolution de la maladie. Mais c'est une évolution de maladie de 40 ans. Combien longtemps est-ce qu'on a besoin de suivre les personnes pour voir si ça marche ou pas? Et la plupart des études se font dans des 6 mois à 2 ans. Right? So, imaginez une maladie qui prend 40 ans, d'essayer de trouver un succès en dedans de 6 mois à 2 ans. C'est très, très compliqué. Maintenant, il y a des trucs sur la recherche qui nous mélangent souvent. So là, on dit, voilà, il y a une personne qui a des plaques dans le cerveau. Garde, cette personne-là a des problèmes de mémoire. Est-ce qu'on peut dire que les plaques causent le problème de mémoire? Pas nécessairement. Ici, on a 2 graphiques, le rouge, le bleu. Et on voit qu'à mesure que le bleu monte, ça cause de plus en plus de rouge. So, est-ce qu'on peut dire que le bleu cause le rouge? Le bleu, c'est la vente de crème glacée dans l'année, et le rouge, c'est les attaques de requins. So, est-ce que ça veut dire que les personnes qui mangent la crème glacée sont plus sujettes à être attaquées par un requin? Probablement non. Probablement, on mange plus de crème glacée l'été et on est plus apte à nager dans l'océan en été. Right? C'est pour ça que les deux montent en parallèle. La cause n'est pas la crème glacée. La cause, c'est la température. La température, c'est une autre chose. So là, les choses augmentent en parallèle et descendent en parallèle, mais ils n'ont rien à voir un à l'autre. So, c'est ça le problème qu'on a avec les plaques. Est-ce que les plaques causent la perte de mémoire? On ne sait pas. On pense qu'ils vont en parallèle, mais on ne sait pas si c'est la cause ou s'il y a une autre chose qui cause la perte de mémoire et qui cause les plaques. C'est ça encore un autre gros problème de notre compréhension du cerveau et de ça. Et il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas étudier. Right? So, si je dis, OK, là, on va faire une étude sur la diète. OK? La moitié de la salle, vous autres, vous allez manger la poutine tous les jours, tous les repas. Vous autres, aucune poutine. 0. Right? Qui veut faire partie de cette étude-là? Ça ne se peut pas. On ne peut pas faire manger des personnes la poutine 2-3 repas par jour pendant 1 an pour voir l'impact. Vous allez tricher, vous allez vous sauver à avoir une salade de temps à autre parce que, oh my God, je ne peux plus avoir du cholestérol. Vous autres, vous allez tricher pour avoir de la poutine parce que là, il y a le chip wagon, vous dites, oh my God. Right? So, c'est ça. C'est des études d'observation. So, on va vous demander qui prend de la poutine 4 fois ou plus par mois. Vous allez vous asseoir de ce bord-là. Sur 4 fois au moins par mois, vous allez vous asseoir de ce bord-là. Et là, on va dire, OK, on va faire des tests de mémoire. Mais
que ça va nous donner une réponse définitive? Non, c'est observationnel. On a peut-être des tendances, mais on ne peut pas dire, voilà, on a la réponse. Right. On arrive. Là, on va parler de l'amyloïde et le tau. On a dit que ça, c'est les deux choses où on est pas mal sûr qu'ils vont avoir des choses plus ou moins directement à voir avec la démence de type pathologique Alzheimer. OK? So, ces protéines-là, tau et amyloïde, sont mauvais. So, c'est quoi la solution? Premièrement, comment on va le tester? Normalement, les personnes n'aiment pas qu'on mette des aiguilles dans le cerveau pour prendre des échantillons. So, ça, on ne peut pas le faire. So, est-ce qu'on peut prendre des prises de sang? Non. Pourquoi? Parce que ces protéines-là sont trop grandes, ils restent dans le cerveau, ils ne vont pas dans la circulation du reste du corps. So, les prises de sang, ça ne vaut rien. So, là, il y a le liquide qui va autour du cerveau. Encore là, on ne peut pas mettre une aiguille dans le cerveau, mais on peut peut-être mettre une aiguille dans la colonne, parce que c'est le même liquide qui circule partout. Là, on va mettre une aiguille et se prendre un échantillon. Si on va trop loin avec l'aiguille, on va être paralysé. Right? So, on le fait, on peut le faire, mais ce n'est pas évident. So, mesurer tau et amyloïde, ce n'est pas évident d'une façon directe. So, là, on a pris des tests de X-ray pour essayer de découvrir la présence de tau dans le cerveau. So, là, ça, c'est un cerveau normal. Ça, c'est un cerveau de quelqu'un qui a une atteinte cognitive légère. Ça, c'est une personne qui a une atteinte cognitive légère avancée. Et ça, c'est quelqu'un qui a l'Alzheimer. Premièrement, on voit que ce n'est pas linéaire. Right? On devrait avoir rien, un peu plus et beaucoup. Mais ce n'est pas linéaire, pas du tout. Celui-là, avec atteinte cognitive légère, semble avoir un meilleur cerveau que l'autre, le normal. So, premier problème, right? C'est même si on pense que ces facteurs-là jouent un rôle, on n'a pas encore la façon de le mesurer. Sur ça, c'est amyloïde, ça, c'est tau. On peut dire, oui, celui-là est mieux que celui-là. Celui-là est mieux que celui-là et celui-là est mieux que celui-là. Mais encore, ce n'est pas évident que les phases intermédiaires, on n'a pas encore assez de recherche là-dessus. Mais en tout cas, juste pour vous dire les complexités de mesurer ça. Si on peut mesurer ça, maintenant, est-ce qu'on peut prévenir ces protéines-là ou est-ce qu'on peut l'enlever? So, premièrement, c'est la production. Est-ce qu'on peut trouver des médicaments qui vont aller dans le cerveau et arrêter la production de tau ou arrêter la production de amyloïde? Jusqu'à date, on ne l'a pas trouvé. Maintenant, là, on peut se dire, OK, si on ne peut pas le prévenir, mais au moins, une fois qu'il est là, est-ce qu'on peut l'enlever? So là, le corps a un système naturel d'enlever les mauvaises choses. So, si je me coupe les bactéries qui entrent, mon système immunitaire va envoyer des anticorps, ils vont se coller sur les bactéries et les globules blancs vont manger ces bactéries-là, je vais guérir. OK, on va créer des anticorps anti-tau, des anticorps anti-amyloïde, on va les injecter, on va laisser le corps se guérir. Bonne idée, mais ça ne marche pas. Après 10 milliards de dollars investis dans ces recherches-là, on n'a aucune réponse positive. So, on a beaucoup de travail à faire. On a fait beaucoup de chemin, on comprend beaucoup mieux le cerveau qu'avant, mais on est loin d'avoir des guérisons. Cela, c'est quoi les autres choses qu'on peut faire? On peut essayer de diagnostiquer la maladie d'une façon précoce. Parce que si on voit qu'il y a des accumulations d'amyloïdes, même si les symptômes sont là, mais l'accumulation se fait ici, peut-être on peut détecter ça d'une façon plus vite.
une des façons qu'on nous autres, on est en train d'étudier, c'est les EEG. Est-ce que le patron de l'électricité qu'on peut mesurer avec EEG, est-ce que ça peut nous donner un indice de qui a une atteinte cognitive légère va transférer, va transformer en démence? Il y a des études avec d'autres outils. On a des tests de mémoire comme ceux-là qui sont sur papier, mais est-ce qu'il y a une façon d'utiliser des cartes et de faire ça en jeu qui est un peu moins stressant que là? Asseyez-vous, je vais vous poser 30 questions. Right? Si on peut faire ça, un jeu sur l'ordinateur en paix, est-ce que ça peut nous aider à diagnostiquer plus tôt? Et finalement, on a de la recherche, mon lab qui fait de la recherche en la technologie à domicile, et on a des capteurs qu'on met dans les maisons des personnes pour aider le fonctionnement de personnes avec démence. Sur les études cliniques qui se font actuellement, il y a beaucoup d'études qui continuent avec les médicaments, mais il y a aussi des interventions non médicamenteuses, non pharmacologiques. Il y a les technologies, la surveillance, les interventions, et il y a des études qui simplement, parce qu'on ne comprend pas assez encore, l'évolution dans le temps. Ceux qui ont un peu de tau, comment ils évoluent. Ceux qui ont un peu d'amyloïde, comment ils évoluent. Si vous avez un peu de tau, mais beaucoup d'amyloïde, right? So, il y a tellement de combinaisons, on a juste besoin de mieux comprendre avec le temps. Et c'est ça. En général, la recherche, c'est on sélectionne les personnes, on fait des tests de base, on fait une intervention, et plus tard, on fait des tests de suivi pour voir comment de changements est-ce qu'il y a. Et évidemment, on recherche toujours des bénévoles, des personnes qui sont prêtes à participer dans les études. Au début, j'ai parlé des choses mauvaises qui arrivent avec le vieillissement. Là, je vais parler rapidement de qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer l'impact. Diète et sommeil, on a déjà parlé un peu, right? On a besoin de dormir pour donner un repos au cerveau. On a besoin de manger les bonnes choses pour garder le cerveau en santé. Être suivi par un docteur, une infirmière praticienne, whatever, que vous voulez, mais quelqu'un qui vous aide à garder votre santé optimale, ça va aider le cerveau. Après ça, il y a les exercices physiques, exercices cognitifs et engagements sociaux qui sont le plus importants. Ça, c'est la diète comme suggéré nouvellement pour le Canada. Donc, vous voyez très, très, très peu de viande rouge. Une coupe de morceaux en haut dans le petit coin. Right? Diète optimale, légumes, fruits, petits fruits. Il n'y a pas de melon. Right? Il y a des petits fruits. Les graines et protéines. Et dans les protéines, beaucoup de protéines autres que viande rouge. Et le sommeil, comme j'ai dit, 7 à 8 heures, optimal, moins mauvais, plus mauvais. L'exercice, ça améliore l'état du corps parce qu'en faisant de l'exercice, on respire plus fort. Si on respire plus fort, le poumon essaie de réagir, les muscles du poumon vont être plus en forme, on va mieux respirer. Même chose pour le cœur. Le plus qu'on force les jambes, ils vont demander plus d'oxygène, le cœur va pomper plus fort. Le plus fort qu'il pompe, le mieux est le muscle, le plus d'oxygène va aller au cerveau. Exercice 100% garanti, ça va aider votre cerveau. Et des petites études, je ne vais pas passer, mais pour dire que l'évidence est très, très forte pour l'exercice. Il y a très bonne évidence que exercer le cerveau, c'est mieux de regarder la télévision et engager socialement est beaucoup mieux que rester à la maison. Et la question, évidemment, c'est comment ça se fait si 50 000 neurones meurent par jour, comment ça se fait que si je fais de l'exercice, mon cerveau rajeunit? Et la raison, c'est la neuroplasticité. Cette cellule-là, aujourd'hui, malheureusement, c'est sa journée de partie. Et là, celle-là était attachée à celle-là, qui est attachée à celle-là, qui est attachée à l'autre. Elle est morte. Non, elle va créer des nouvelles connexions ici. Ça va monter en haut et ça va revenir à l'autre cellule en haut. On va créer un nouveau chemin pour faire le même travail. Ça va être un peu plus lent, mais
ça va fonctionner pareil. So, la neuroplasticité, c'est même si les cellules meurent, les connexions augmentent. Et à la fin, mot de l'association des masses, les 7 choses que vous devriez faire pour garder votre cerveau en santé. Premièrement, gardez votre corps en santé, restez actif physiquement, mangez sainement, soyez social, défiez votre cerveau, apprenez des nouvelles choses, faites des nouvelles trucs, protégez votre tête et dormez bien. Et ça, c'est toute l'information que vous avez besoin pour les connecter à la Société des masses. Et j'ai encore une couple de questions, autant pour une couple de questions.